Un PDG millionnaire tombe amoureux au premier regard en voyant sa nouvelle employée et transforme complètement sa vie. Camille Dufresne avait 27 ans, mais parfois elle se sentait bien plus âgée. La vie l'avait obligée à grandir, vite, surtout après la mort soudaine de son père 5 ans plus tôt. Depuis, elle vivait à Lyon avec sa mère, Claire, et son petit frère Hugo, âgé de 13 ans. Entre les cours particuliers qu'elle donnait, les missions temporaires, en secrétariat et quelques traductions freelance, elle parvenait à peine à couvrir les factures. Chaque fin de mois ressemblait à une équation impossible, et le moindre imprévu devenait une crise familiale. Pourtant, Camille gardait en elle cette étincelle d'espoir têtu, ce refus discret mais ferme d'abandonner. Elle croyait encore que quelque chose de meilleur l'attendait ailleurs, si elle avait le courage d'aller le chercher. Depuis des mois, elle envoyait des candidatures dans toutes les grandes villes de France, principalement à Paris, même si l'idée de quitter sa famille lui nouait la gorge. Un matin de février, alors que la lumière grise filtrait à peine entre les rideaux de la petite cuisine lyonnaise, elle reçut un appel inattendu. Une voix professionnelle, polie, lui annonça qu'elle était sélectionnée pour un poste d'assistante administrative chez Dumont Tech, l'une des entreprises de technologie les plus réputées de Paris. La nouvelle la laissa muette quelques secondes. Puis un mélange d'excitation et de panique l'envahit. Elle accepta le poste presque mécaniquement, les mots sortant avant même que sa raison ne les valide. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon. Résiliation de son petit studio, organisation du départ, achat de dernière minute. Sa mère, bien que fière, avait les yeux brillants de larmes chaque fois qu'elle croisait le regard de Camille. Hugo, lui, oscillait entre admiration et inquiétude, lui posant 1000 questions sur Paris, sur son travail, sur ce qu'elle allait manger là-bas. Le départ eut lieu un dimanche matin, sous un ciel pâle et sans promesse. Le train fendait la campagne, et Camille observait les paysages défiler avec une boule dans la gorge. Elle savait que rien ne serait facile. Elle savait que personne ne l'attendait là-bas. Mais elle savait aussi qu'elle n'avait pas d'autre choix. Son nouveau logement, un petit studio meublé dans le 15e arrondissement, avait été trouvé à la hâte grâce à une connaissance de sa mère. L'endroit était modeste mais propre, et surtout proche du métro. Le soir de son arrivée, elle s'endormit tôt, épuisée, son sac encore fermé au pied du lit. Le lendemain, elle se leva bien avant l'aube. Elle s'habilla avec soin, une chemise blanche impeccable, un pantalon noir, des chaussures confortables mais élégantes. Ses cheveux attachés en un chignon bas, elle vérifia 3 fois qu'elle avait bien pris ses papiers, son badge temporaire et l'adresse exacte. Dumont Tech se trouvait dans un immense immeuble de verre dans le 8e arrondissement. Non, loin du parc Monceau. En sortant du métro, elle sentit son cœur battre plus vite. Les gens autour d'elle semblaient se presser sûrs d'eux. Elle, en revanche, marchait comme sur un fil, consciente de chaque pas. À l'accueil, une hôtesse souriante lui remit un badge provisoire et l'indiqua vers l'ascenseur. 5e étage, service administratif. Camille hocha la tête, remercia et entra dans la cabine métallique. Elle se regarda dans le miroir du fond, ajusta son col, puis inspira profondément. Les portes s'ouvrirent sur un vaste open space. Elle fut accueillie par Sylvie, la responsable du département, une femme énergique au tailleur rouge qui lui fit visiter les lieux rapidement avant de la confier à une collègue pour la formation. La matinée passa sans incident, entre présentations, des logiciels internes, règles de l'entreprise et tours de bureau. Camille notait tout avec une précision presque maniaque, trop anxieuse pour laisser place à l'improvisation. Vers midi, alors qu'elle tentait de retrouver la salle de pause indiquée par un fléchage peu clair, elle prit un couloir par erreur. Il semblait plus luxueux, les murs décorés d'œuvres d'art modernes, la moquette plus épaisse. Elle s'arrêta, hésita puis fit demi-tour. Mais en se retournant brusquement, elle heurta quelqu'un de plein fouet. « Pardon !» s'écria-t-elle, reculant d'un pas. L'homme devant elle ne vacilla même pas. Il était grand, vêtu d'un costume anthracite sur mesure, une chemise bleu pâle sans cravate. Son regard gris clair se posa sur elle avec une intensité déconcertante. Puis doucement ses traits s'adoucirent. « Vous êtes nouvelle ici ?» demanda-t-il, un sourire poli aux lèvres. Camille hocha la tête, troublée. « Oui, je me suis perdue en cherchant la salle de pause. » Il acquiesça, puis tendit la main. « Étienne Dumont. » Elle cligna des yeux. Ce nom, elle l'avait vu partout,
dans les articles, sur le site de l'entreprise, dans les organigrammes. C'était lui, le fondateur, le président, le visionnaire derrière Dumont-Tech, et elle venait de lui foncer dedans comme une débutante. Elle lui serra la main, sa paume moite contre celle ferme de l'homme. Camille Dufresne. Enchantée, mademoiselle Dufresne. La salle de pause est de ce côté. Il fit un léger geste du bras. Je vous accompagne. Et sans lui laisser le temps de répondre, il marcha doucement à ses côtés. Camille, le cœur battant à tout rompre, tenta de respirer calmement. Ce n'était que le premier jour, et déjà, elle avait l'impression d'avoir déclenché quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Le couloir était silencieux, presque solennel, comme s'il appartenait à une autre dimension de l'entreprise. Camille marchait à côté de lui, consciente du moindre froissement de tissu, du son de leurs pas sur la moquette épaisse. Étienne Dumont ne disait rien, mais son regard l'effleurait de temps à autre, rapide, comme s'il cherchait à confirmer quelque chose qu'il n'osait pas nommer. Lorsqu'ils arrivèrent devant la salle de pause, il s'arrêta, ouvrit la porte et s'effaça pour la laisser entrer. « Je suppose que vous trouverez le reste plus facilement à partir d'ici, » dit-il, un léger sourire aux lèvres. Camille hocha la tête. « Merci. Et encore désolé pour tout à l'heure. » Il l'observa une dernière fois, un instant de trop pour que cela passe inaperçu, puis acquiesça simplement et s'éloigna. Lorsqu'il tourna au coin du couloir, elle sentit ses épaules se relâcher. Ce bref échange l'avait laissé à la fois troublé et intrigué. La journée continua dans un rythme plus régulier. Camille s'efforça de se fondre dans la routine du service administratif, attentive à ne rien faire qui puisse attirer l'attention. Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. L'image de ce regard clair et intense restait imprimée dans son esprit comme une énigme à résoudre. Les jours suivants, elle croisa Étienne à plusieurs reprises, toujours par hasard. Dans l'ascenseur, dans le hall d'entrée, parfois même dans la cafétéria. À chaque rencontre, il lui adressait un salut poli, mais ses yeux semblaient la sonder, comme s'il cherchait à percer un mystère. Camille, de son côté, gardait une attitude professionnelle, se contentant de répondre brièvement. Elle savait que son poste était précaire, et la dernière chose qu'elle souhaitait était de se retrouver au centre d'un malentendu. Pourtant, ces croisements répétés commencèrent à attirer l'attention. Un après-midi, alors qu'elle classait des dossiers dans une salle d'archives, une collègue s'approcha d'elle avec un air complice. « Dis-moi, Camille, tu connais Monsieur Dumont depuis longtemps ?» Camille cligna des yeux, surprise. « Non, je l'ai juste croisé. Une ou deux fois, pourquoi ?» La collègue haussa les épaules, faussement désinvolte. « On dirait qu'il passe souvent par ici ces derniers temps, et il ne faisait jamais ça avant. » Camille ne répondit pas. Elle se contenta de replonger dans ses papiers, le cœur battant un peu plus vite. Elle voulait croire que ce n'était rien, que tout cela n'était qu'une coïncidence. Mais au fond, elle savait que quelque chose échappait à la logique. Un matin, alors qu'elle arrivait plus tôt que d'habitude, elle trouva Étienne déjà dans le couloir du service. Il était seul, adossé contre le mur, les bras croisés. Lorsqu'il la vit, il se redressa. « Vous êtes matinale, dit-il avec un sourire discret. » Camille, surprise, répondit en essayant de rester neutre. « Je préfère prendre de l'avance, surtout avec les tâches de fin de mois. » Il hocha la tête. « C'est une bonne habitude. L'effort silencieux est souvent le plus solide. » Il y eut un silence, mais pas un silence gênant, plutôt une suspension comme si le temps attendait leur prochain mot. Camille ressentit une étrange sensation de déjà-vu, comme si cette scène s'était jouée ailleurs, dans une autre vie. « Vous avez toujours travaillé dans l'administration » demanda-t-il soudain. Elle secoua la tête. « Pas vraiment. J'ai fait un peu de tout pour aider ma famille. Ce poste ici, c'est ma première vraie stabilité. » Il sembla réfléchir à sa réponse, comme si chaque mot contenait un poids particulier. Puis il murmura presque, plus pour lui que pour elle, « Les débuts les plus sincères sont souvent les plus prometteurs. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'éloigna à pas mesurés, laissant derrière lui un parfum subtil et une impression troublante. Camille resta là un instant, figée, les pensées bousculées. Pourquoi ce regard, cette manière de lui parler, cette fréquence presque calculée de ses présences? Le reste de la semaine se déroula comme un brouillard. Camille se concentra sur son travail, évita les conversations superflues et tâcha de passer inaperçue. Mais c'était comme nager à contre-courant. Chaque jour, elle sentait les regards se tourner vers elle. Pas seulement ceux d'Étienne, mais aussi ceux des autres, des collègues curieux, des superviseurs plus attentifs.
L'atmosphère changeait subtilement autour d'elle. Un vendredi après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle trouva une enveloppe glissée sur son bureau. Il n'y avait ni nom ni logo. À l'intérieur, une note écrite à la main. Réunion interne, bureau 12, étage exécutif, 18 heures. Aucun autre détail. Camille vérifia l'agenda partagé, aucune réunion prévue à cette heure-là. L'intuition lui soufflait que ce n'était pas une erreur, mais elle hésita. Devait-elle y aller? Et si c'était un piège? Une mauvaise blague? Ou pire, une convocation officieuse? À 18 heures précises, elle se trouva devant la porte du bureau 12. Elle frappa doucement. Une voix répondit de l'intérieur. « Entrez ». Elle poussa la porte. Étienne Dumont était assis derrière un large bureau en chêne foncé. Il leva les yeux et lui fit signe d'approcher. « Bonsoir, mademoiselle. Dufresne. Merci d'être venue. » Camille referma la porte derrière elle, plus nerveuse que jamais. « Je n'étais pas certaine que c'était pour moi. » Il acquiesça. « C'était bien pour vous. Je voulais vous parler d'un projet. » Elle s'assit, le cœur battant à tout rompre, les mains posées sur ses genoux. Étienne la regarda un instant, puis prit une feuille devant lui. « Dites-moi, si vous deviez améliorer la communication interne ici, par où commenceriez-vous » Camille le fixa, stupéfaite. Elle ne savait pas encore que cette simple question allait marquer un tournant inattendu dans sa vie professionnelle et personnelle. Le week-end passa comme un souffle, emportant avec lui un tourbillon d'interrogations. Camille, malgré ses efforts pour se détacher, ne parvenait pas à sortir cette réunion de son esprit. Pourquoi elle? Pourquoi un projet de communication interne alors qu'elle venait à peine d'intégrer l'équipe? Elle n'avait pas de formation en stratégie ni en relations publiques. Et pourtant, Étienne Dumont l'avait écoutée attentivement, lui avait demandé son avis comme si ses idées avaient un poids réel. Lundi matin, tout semblait être revenu à la normale. Camille retrouva son bureau, ses collègues, la routine des courriels et des rapports. Mais il y avait dans l'air une tension subtile, un frémissement difficile à nommer. Les regards posés sur elle n'étaient plus tout à fait les mêmes. Certains étaient de curieux, d'autres froidement distants. Personne ne disait rien, mais quelque chose circulait. Le plus étrange restait la présence d'Étienne. On disait de lui qu'il ne descendait jamais dans les étages inférieurs, sauf en cas d'urgence ou pour une présentation stratégique. Pourtant, cette semaine-là, il fut aperçu 2 fois dans le couloir du service administratif. La première fois, il s'arrêta pour poser une question apparemment anodine à la chef de service. La seconde, il se contenta de traverser lentement le couloir, les mains dans les poches, saluant poliment les employés. Camille sentit son regard frôler le sien, intense mais éphémère. Ces passages ne passaient pas inaperçus. Le moindre déplacement du PDG était scruté, interprété, disséqué. Dans la salle de pause, les conversations prenaient des tournures ambiguës. Il est encore venu hier. Il cherche quelque chose ou quelqu'un. Peut-être qu'il veut mieux comprendre la base, ou alors il a repéré une faille. Camille faisait semblant de ne rien entendre, gardant les yeux rivés sur son café tiède. Mais en elle grandissait une sensation qu'elle n'osait nommer. Ce n'était pas de la peur, ni de l'excitation. C'était une sorte d'attente, silencieuse, comme si une page allait se tourner à tout instant. Un soir, alors qu'elle rangeait des documents dans l'armoire de la salle d'archives, elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna lentement, s'attendant à voir un collègue. C'était lui. « Je ne vous dérange pas ?» demanda Étienne, debout à l'entrée, les mains croisées dans le dos. Camille se redressa. « Pas du tout. J'avais presque terminé. » Il entra, referma doucement la porte derrière lui. Son regard parcourait la pièce, les étagères pleines, les dossiers empilés. « Je ne viens presque jamais ici. Pourtant, c'est un peu le cœur caché de l'entreprise, non? Là où tout passe, où tout se conserve. » Camille ne savait que répondre. Il s'approcha lentement d'un rayon, effleurant du bout des doigts une étiquette usée. Puis, il se tourna vers elle. « Vous avez eu des idées intéressantes. Vendredi. Vous avez une manière de voir les choses qui me surprend. » Elle se força à sourire. « Je suppose que parfois un regard extérieur peut être utile. » Il acquiesça lentement. « Oui, et parfois un regard extérieur révèle des choses que les autres préfèrent ignorer. » Le silence retomba. Camille sentit son cœur accélérer. Elle aurait voulu lui poser 1000 questions. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant?
Mais elle resta muette. Étienne fit quelques pas, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait dire. Puis, il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Vous savez, dans ce genre d'entreprise, tout est basé sur l'ordre, le contrôle, les chiffres. Mais ce qui fait la vraie différence, ce sont les détails. Les personnes qu'on ne remarque pas tout de suite. Les voix qui ne crient pas, mais qui disent juste. Elle le regarda, interdite. Il soutint son regard puis se contenta de dire « Bonne soirée, Camille », et il sortit, la laissant seule dans l'odeur de papier vieilli. À partir de ce soir-là, les choses prirent une tournure plus étrange encore. Étienne apparaissait toujours de manière imprévisible. Parfois dans l'ascenseur, parfois dans les escaliers, parfois simplement en passant devant son bureau, un regard rapide mais précis. Camille essayait de rester concentrée, de ne pas interpréter, mais elle sentait que les regards autour d'elle devenaient de plus en plus insistants. Un jour, en pleine réunion d'équipe, Sylvie, la responsable du service, la désigna pour présenter un compte-rendu hebdomadaire devant toute la direction. Camille, surprise, demanda si cela faisait partie de ses nouvelles fonctions. « C'est Étienne qui a demandé à ce que tu le fasses. Il paraît que tu as une bonne vision synthétique, et puis il veut des profils nouveaux. » La réunion eut lieu dans une grande salle vitrée, au dernier étage. Camille, nerveuse, présenta ses graphiques, ses analyses, sa vision des flux, d'informations. Étienne l'écouta en silence, prenant parfois des notes. Lorsqu'elle termina, il se contenta de dire « Très bien, continuez ». Mais en sortant, plusieurs collègues l'interrogèrent du regard. Un cadre du service finance lança, presque en riant « Tu devrais nous donner ta recette. 3 semaines ici et déjà dans le bureau du président. » Camille comprit alors qu'elle était entrée, malgré elle, dans une zone grise. Ni protégée, ni vraiment menacée, mais observée. Et ce n'était qu'un début. Le lendemain matin, alors qu'elle s'apprêtait à débuter une nouvelle série de rapports, Camille reçut une notification inhabituelle sur son ordinateur. Une réunion planifiée en dernière minute au dernier étage, dans la salle de conférence exécutive. Aucun détail, aucun ordre du jour, simplement son nom parmi les invités et l'heure. 15 heures précises. En bas de l'écran, une simple mention, sur demande du président. Elle resta un moment figée, tentant de comprendre. Son esprit passa en revue tout ce qu'elle avait pu dire ou faire depuis la présentation de la veille. Avait-elle commis une erreur? Était-ce une convocation d'Eguizada? Ou était-ce encore une de ces interventions étranges d'Étienne? À 15 heures tapantes, elle se présenta devant les grandes portes en bois sombre de la salle de conférence. Un assistant lui ouvrit et lui indiqua une place au bout de la table. Autour, une dizaine de personnes étaient déjà installées, chefs de département, cadres supérieurs, membres du comité de stratégie. Elle les reconnut à leur badge doré, à leur posture assurée. Elle, en revanche, se sentait terriblement déplacée. Puis Étienne entra. Silencieux comme toujours, concentré, il prit place à l'extrémité opposée de la table. Il jeta un regard rapide autour de lui, s'arrêta une fraction de seconde sur Camille, puis ouvrit son ordinateur portable. « Merci d'être venu si rapidement », commença-t-il d'une voix calme mais ferme. « Nous allons parler d'un sujet que j'estime négligé depuis trop longtemps, notre communication interne. » Camille sentit les regards se tourner subtilement vers elle. Étienne poursuivit. « La semaine dernière, j'ai demandé à Mademoiselle Dufresne, nouvelle dans notre équipe, son point de vue sur certains aspects de notre communication. Son analyse, bien que succincte, m'a ouvert des perspectives. » Il se tourna vers elle. « Camille, pourriez-vous résumer ce que vous m'avez partagé ?» Elle sentit sa gorge se nouer, mais elle inspira profondément. « J'ai simplement observé que beaucoup d'informations circulent par des canaux différents sans cohérence claire. Certains départements ignorent ce que font les autres. Cela crée des doublons, des lenteurs et parfois même des tensions. J'ai suggéré de centraliser certaines communications via une plateforme interne plus intuitive. » Elle s'interrompit, incertaine. Étienne hocha la tête. « Merci, simple mais pertinent. Nous allons explorer cette piste. J'aimerais que vous travailliez avec le département de transformation digitale pour esquisser une proposition plus complète. » Un murmure discret traversa la salle. Plusieurs cadres échangèrent des regards surpris. Une assistante administrative associée à un projet transversal? C'était inhabituel. Trop inhabituel. À la fin de la réunion, alors que les participants sortaient en silence, certains saluant Camille avec une réserve à peine voilée,
Étienne resta seul à la table. Il l'appela d'un geste. « Camille, restez un instant. » Elle s'approcha. Il referma son ordinateur et la fixa calmement. « Je sais que cela peut sembler précipité, voire étrange, mais j'ai appris à reconnaître l'intelligence discrète, et vous en êtes un exemple. J'aimerais que vous ne doutiez pas de votre place ici. » Elle baissa les yeux. « Je ne m'y attendais pas. Je ne suis pas sûr d'être à la hauteur. » « Personne ne l'est au début, dit-il simplement, mais certains apprennent vite. Vous en faites partie. » Camille sortit de la salle partagée entre la fierté et l'incompréhension. Elle aurait voulu se réjouir, mais elle sentait dans son dos le poids des regards. Dans les jours qui suivirent, la rumeur enfla. Certains la surnommaient déjà « la protégée ». D'autres, plus acerbes, insinuaient une proximité suspecte avec la direction. Elle tenta de garder la tête froide, concentrée sur le travail. Mais l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Sylvie, sa supérieure directe, semblait soudain distante. Les collègues évitaient certains sujets en sa présence. Elle commençait à comprendre ce que signifiait être remarquée dans un monde où l'invisibilité garantissait la paix. Un soir, en quittant le bureau, elle trouva Étienne dans le hall, près de l'ascenseur. Il tenait son téléphone mais ne semblait pas pressé. « Vous tenez le choc ?» demanda-t-il en la voyant. Elle hocha la tête. « J'essaie. » « Il faut parfois du courage pour accepter d'être vu, dit-il. Ce n'est pas seulement une question d'ego, c'est une question de responsabilité. » Camille le regarda intriguée. « Pourquoi moi? Il y a tant de personnes plus expérimentées. » « Justement, répondit-il. Les plus expérimentés répètent à ce qu'ils savent. Vous posez encore des questions. » Un silence s'installa. Puis il ajouta, presque à voix basse, « Je vois quelque chose en vous que d'autres ne voient pas. Et je ne parle pas de compétences. » Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ces mots, dits si simplement, résonnaient comme une énigme. Ils sortirent ensemble du bâtiment, chacun prenant ensuite une direction différente. Mais ce soir-là, dans les rues de Paris, quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement une relation professionnelle qui se dessinait. C'était une tension douce, constante, qui échappait encore aux mots, mais qui prenait racine dans les regards, les silences, les gestes suspendus. Les jours suivants furent d'un calme trompeur. Camille s'investissait dans le projet de communication interne avec sérieux, collaborant avec une équipe réduite du département digital. Elle évitait les discussions inutiles, les pauses prolongées, les couloirs trop animés. Chaque minute était consacrée à travailler, à prouver, d'abord à elle-même, qu'elle méritait d'être là. Pourtant, derrière cette routine appliquée, des questions persistaient. Comment Étienne avait-il eu connaissance de son profil? Pourquoi s'était-il arrêté sur une candidature aussi banale parmi des centaines d'autres? Et surtout, pourquoi s'attardait-il autant sur une employée sans statut, sans réseau, sans passé professionnel prestigieux? La réponse commença à émerger par hasard. Un mardi matin, alors qu'elle cherchait un dossier dans la salle des ressources humaines, elle surprit une conversation entre deux collaborateurs du service. L'un d'eux, pensant être seul, consultait un document sur l'écran central. « C'est bien elle, non? Celle dont le CV est remonté en haut de la pile par une note personnelle ?» L'autre hocha la tête. « Oui, et selon nos archives, c'est le président en personne qui a signé la validation finale de son contrat. C'est du jamais vu à ce niveau. » Camille s'éloigna sans bruit, le cœur battant plus vite. Elle n'avait jamais su que sa candidature avait été sélectionnée. De manière aussi directe, personne ne lui avait dit qu'Étienne Dumont avait, dès le départ, influencé son arrivée dans l'entreprise. Plus tard dans la journée, elle confronta discrètement Julien, un jeune recruteur du service RH qu'elle avait croisé à plusieurs reprises. « Julien, est-ce que je peux te poser une question, un peu délicate ?» Il la regarda surpris mais acquiesça. « Bien sûr. Tu sais si ma candidature a suivi le processus normal ?» Il hésita, puis soupira. « Écoute, Camille, ce que je vais te dire, tu ne l'as pas entendu de moi. Mais oui, ton CV a été sélectionné directement par le bureau du président. Il y avait même une note manuelle dans le système. On n'a pas trop posé de questions, mais c'était clair que ta présence ici était voulue. » Elle resta silencieuse. Julien ajouta plus doucement, « Tu ne fais rien de mal, tu sais. Parfois, des gens puissants voient quelque chose que les autres ne voient pas. Ça ne veut pas dire que tu ne le mérites pas. » Ces mots, bien qu'intentionnellement rassurants, ne suffisaient pas. Camille se sentit comme un pion déplacé sans le savoir sur un échiquier trop grand pour elle.
Étienne avait donc choisi son dossier. Il l'avait fait venir à Paris. Il avait suivi sa progression dès le début. Elle se demanda ce qu'il avait vu exactement. Était-ce une reconnaissance de ses capacités? Ou bien autre chose, plus personnel, plus instinctif? Cette découverte éveilla en elle une vigilance nouvelle. Elle commença à remarquer des choses qu'elle n'avait pas vues avant. Les regards échangés dans les réunions, les silences prolongés lorsque son nom était mentionné, les changements subtils dans l'attitude de ses collègues. Sylvie, autrefois bienveillante, se montrait désormais distante, presque sèche. Lors d'un point hebdomadaire, elle lâcha avec froideur « J'espère que vos nouvelles responsabilités ne vous font pas oublier que vous êtes encore en période d'essai. » Camille répondit calmement, mais la remarque lui resta en tête toute la journée. Elle tenta d'éviter Étienne autant que possible, mais il semblait apparaître dans les endroits les plus imprévisibles. Un soir, alors qu'elle quittait le bureau sous une pluie fine, elle le croisa au coin de la rue, un parapluie noir à la main. « Vous marchez jusqu'au métro ?» demanda-t-il simplement. Elle acquiesça, et il l'accompagna sans insister. Leurs pas résonnaient sur le trottoir mouillé, les lampadaires diffusant une lumière pâle. Aucun mot ne fut échangé pendant plusieurs minutes. Puis, d'une voix plus basse, presque vulnérable, il dit « Je me suis demandé si j'avais eu tort de vous faire venir ici. » Camille tourna lentement la tête vers lui. « Pourquoi? Parce que je vous ai exposé, sans le vouloir. J'ai sous-estimé la violence silencieuse de cet environnement. » Elle ne sut quoi répondre. Il ajouta « Mais je ne regrette pas, ce serait mentir. » Au croisement, il lui souhaita une bonne soirée, puis s'éloigna sans se retourner. Camille rentra chez elle bouleversée. Elle voulait croire que tout cela n'était qu'un concours de circonstances. Mais elle sentait bien que rien n'était aussi simple. Elle ne savait plus si elle devait se sentir flattée ou manipulée. Étienne n'avait jamais franchi la ligne, jamais fait un geste déplacé, jamais tenu de propos ambigus. Et pourtant, chaque interaction portait en elle une intensité difficile à nommer. Cette nuit-là, elle dormit mal. Des pensées tournaient en boucle dans sa tête. Et au petit matin, en ouvrant ses mails, elle découvrit une invitation étrange. Un colloque interne sur l'éthique professionnelle, organisé par la direction. Le sujet de la table ronde, pouvoir, perception et neutralité dans les relations hiérarchiques. Elle comprit alors que les regards ne faisaient que commencer à se poser sur elle, et que la frontière entre ce qu'elle vivait et ce que les autres croyaient voir devenait de plus en plus floue. L'annonce du colloque sur l'éthique professionnelle eut l'effet d'un détonateur silencieux. Dans les couloirs de Dumontec, les murmures se firent plus présents, plus ciblés. Camille sentit que son nom circulait sans jamais être prononcé à voix haute, porté par des insinuations, des soupçons. Elle n'était plus seulement la nouvelle ou l'assistante compétente. Elle devenait, pour beaucoup, celle que le patron regarde différemment. Le climat autour d'elle changea radicalement. Là où elle trouvait autrefois des sourires polis, elle ne recevait plus que des hochements de tête rapides, voire de simples silences. Certains collègues évitaient désormais de travailler avec elle, se contentant de transmettre les tâches par courriel, sans explication. D'autres affichaient une bienveillance artificielle, pesée, comme s'ils attendaient d'elle un faux pas qu'ils pourraient épingler. Camille tenta de s'en protéger par le travail. Elle s'investit encore plus dans le projet de communication, restant tard le soir, peaufinant chaque détail. Mais l'ambiance devenait irrespirable. Même Sylvie, pourtant sa supérieure directe, ne cachait plus son agacement. « J'espère que cette collaboration spéciale ne vous fait pas oublier que vous avez encore des tâches ici, dans ce service », lâcha-t-elle sèchement un matin, devant toute l'équipe. Camille encaissa sans répondre. Elle savait qu'un mot de travers pouvait être utilisé contre elle. Elle savait aussi que, peu importe ses efforts, certains avaient déjà décidé qu'elle était illégitime, non pas à cause de ses compétences, mais à cause de ce qu'ils imaginaient entre elle et Étienne. Ce dernier, quant à lui, continuait à croiser sa route de manière irrégulière, mais toujours avec cette même constance silencieuse. Jamais un geste déplacé, jamais une phrase ambiguë. Pourtant, ses regards, ses silences, ses choix, comme ce jour où il la défendit subtilement en réunion, en reprenant une de ses idées sans la créditer nommément, mais en précisant le regard neuf venu du terrain. Tout cela alimentait le feu des interprétations. Camille tenta un soir d'aborder le sujet avec lui. Elle le croisa dans l'ascenseur alors qu'elle descendait tard du dernier étage. «
Vous savez que des gens parlent, n'est-ce pas? Il la regarda sans ciller. Les gens parlent, toujours, surtout quand ils manquent d'imagination. Mais je suis celle qu'ils visent. Je n'ai rien demandé. Étienne acquiesça lentement. Je le sais, et je suis désolé. Elle le fixa, prise entre la colère et l'impuissance. Alors pourquoi continuer à me mettre en avant? Il inspira profondément. Parce que je vois quelque chose, en vous que personne ici ne prend le temps de voir. Elle serra les poings. C'est vague, et ça ne m'aide pas à affronter leur regard. Le silence qui suivit fut lourd. Puis, avant que les portes de l'ascenseur ne s'ouvrent, Étienne murmura « Peut-être que c'est justement ça le problème ici. Ils ont oublié que ce sont les regards qui construisent ou détruisent une personne. Moi, je refuse de détourner le mien. » Camille quitta l'immeuble ce soir-là avec une rage silencieuse dans le ventre. Elle savait qu'elle n'était pas en faute, mais elle ne savait plus si elle pouvait continuer à avancer seule dans un environnement aussi hostile. Quelques jours plus tard, les choses prirent une tournure plus directe. Un courriel anonyme, envoyé à plusieurs départements, laissait entendre qu'elle avait bénéficié d'un traitement de faveur. La nouvelle protégée de l'étage supérieur choisie avant même l'entretien. Objectivité, vraiment? Voilà ce qu'on pouvait lire, entre insinuations et sous-entendus. Le service des ressources humaines tenta d'étouffer l'affaire, parlant de comportements inappropriés, sans jamais nommer Camille. Mais elle savait que tout le monde comprenait. Elle devint l'objet d'un malaise généralisé. On ne lui parlait presque plus. Elle mangeait seule. On arrêtait les conversations quand elle entrait dans une pièce. Une semaine plus tard, elle se décida à affronter Étienne une fois de plus. Elle demanda une entrevue officielle. Il accepta immédiatement. Dans son bureau, elle se tint droite, les mains croisées. « Je ne suis pas venu me plaindre. Je suis venu dire que je ne supporte plus cette ambiguïté. Je veux comprendre. Est-ce que je suis ici parce que j'ai du potentiel ou parce que vous avez vu en moi quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail ?» Étienne la fixa longuement, son visage impassible. Puis il se leva, fit le tour de son bureau et s'arrêta face à elle. « Je vous ai remarqué parce que vous êtes différente. Pas dans ce que vous montrez, mais dans ce que vous cachez. Il y a en vous une volonté brute, une sorte de lucidité que je ne rencontre presque jamais. C'est cela que j'ai vu. Et oui, je me suis permis de provoquer une opportunité parce que je crois en l'instinct. Mais tout ce que vous avez fait depuis, vous l'avez fait seul. » Elle ne dit rien. Étienne ajouta plus bas « Je ne peux pas contrôler ce que les gens disent, mais je peux vous assurer que je ne vous ai jamais vu comme un passe-droit et que je ne le ferai jamais. » Camille quitta la pièce bouleversée, mais un peu plus droite. Elle savait que les jugements ne cesseraient pas si vite, mais au moins elle n'était plus seule à savoir la vérité. Les semaines suivantes marquèrent un tournant subtil mais déterminant. Si l'ambiance au sein de l'entreprise ne changeait pas du jour au lendemain, Camille commença à percevoir de petits déplacements autour d'elle, comme si les lignes invisibles de l'organigramme se déformaient lentement. Le premier changement fut annoncé par un simple courriel. Changement d'affectation. Camille Dufresne intégrera à compter de lundi l'équipe Projets transversaux, rattachée à la stratégie opérationnelle. Aucun autre. Commentaire. Pas de justification. Mais le message était clair, elle quittait le service administratif. Sylvie ne fit aucun commentaire. Elle se contenta de lui tendre un dossier avec les consignes pour transférer ses tâches. Ses collègues, eux, eurent des réactions diverses. Certains affichèrent un soulagement à peine dissimulé, d'autres une surprise sincère. La nouvelle équipe se trouvait à un étage intermédiaire, moins luxueux que le sommet mais bien plus dynamique. Les bureaux étaient ouverts, les projets circulaient vite, les idées fusaient. Camille y fut accueillie par une responsable souriante, Inès qui ne semblait pas affectée par les rumeurs. « Je sais ce que les gens racontent, Camille, mais ici, on regarde le travail. Et j'ai vu ce que vous avez fait. Vous avez votre place ?» Camille sentit pour la première fois depuis des semaines une forme de reconnaissance apaisée. Elle s'investit à fond dans ses nouvelles fonctions, et peu à peu, les regards changèrent, ou cessèrent simplement de la suivre. Mais ce ne furent pas les seules transformations. Quelques jours après sa prise de poste, un communiqué interne annonça l'ouverture d'un programme de formation accéléré, sponsorisé par Dumont Tech, destiné aux jeunes professionnels souhaitant approfondir leurs compétences en communication et gestion d'équipe. La liste des bénéficiaires sélectionnés incluait son nom.
Camille resta figée devant l'écran, relisant 3 fois l'annonce. Elle n'avait rien demandé. Et pourtant, elle y était. Lorsqu'elle demanda à Inès si elle savait qui avait proposé sa candidature, celle-ci haussa les épaules avec un sourire énigmatique. Disons que certaines personnes ont de la mémoire. Le centre de formation se trouvait à quelques stations de métro du siège. 2 fois par semaine, en soirée, Camille s'y rendait avec un mélange de gratitude et d'épuisement. Les journées étaient longues, mais pour la première fois, elle sentait que son avenir n'était plus une simple survie. Puis vinrent les gestes plus inattendus. Un matin, elle découvrit qu'un espace avait été aménagé à côté de l'Open Space. Une petite cafétéria moderne avec machines à café, fauteuils confortables, lumière douce. Le genre de lieu qu'on ne trouvait d'habitude que dans les étages réservés aux cadres. « C'est une initiative du président », expliqua Inès. « Il veut favoriser les échanges entre les départements. » Mais Camille ne pouvait s'empêcher de remarquer que cet espace de détente se trouvait précisément à l'endroit où elle passait le plus clair de son temps. Elle tenta d'en parler à Étienne. Elle le croisa en fin de journée dans le hall tandis qu'il sortait d'une réunion. « Vous savez que tout le monde pense que cette cafétéria, c'est pour moi ?» Il la regarda avec calme. « Et si c'était vrai, serait-ce si mal ?» Elle détourna les yeux, mal à l'aise. « Je ne veux pas être traitée différemment. Je veux juste travailler. » Étienne sourit, sans ironie. « Et c'est précisément pour cela que vous méritez d'être soutenue. » Elle ne répondit pas, mais au fond d'elle, quelque chose se détendit. Les mois passèrent. Camille s'épanouissait dans ses nouvelles fonctions. Elle présentait désormais des projets, animait des ateliers, échangeait directement avec des responsables qu'elle n'aurait jamais imaginé approcher. Le programme de formation la mettait en contact avec des intervenants extérieurs, des mentors, des experts. Elle se sentait en transformation constante. Et autour d'elle, même si certains continuaient à chuchoter, la majorité finissait par accepter ce qu'elle représentait. Une exception, oui, mais une exception légitime. Une anomalie devenue modèle. Camille, sans chercher à se défendre, sans stratégie, avait commencé à inspirer. Étienne, de son côté, restait présent mais discret. Il apparaissait parfois dans les couloirs, assistait à certaines de ses présentations, mais ne l'appelait plus en réunion privée. Il semblait avoir trouvé une distance juste, ou peut-être était-ce elle qui avait appris à respirer malgré sa présence. Un soir d'hiver, alors qu'elle sortait du bâtiment, Camille reçut un message sur son téléphone. C'était une photo, un cliché flou de leur nouvelle cafétéria, prise depuis l'étage supérieur accompagnée d'un simple mot « Regarde ce que tu changes ». Le numéro n'était pas enregistré, mais elle n'avait aucun doute sur l'expéditeur. Elle répondit sans réfléchir. « Je n'ai rien changé, j'ai juste osé rester ». Ce soir-là, en marchant sous les lumières de Paris, Camille comprit qu'elle n'était plus seulement en train de survivre, elle construisait. Et cette fois, pour elle-même. La neige tombait sur Paris avec cette légèreté presque poétique que Camille avait toujours admirée de loin. Depuis son arrivée dans la capitale, elle n'avait pas encore connu un vrai hiver. Cette fois, il était là, blanc, silencieux, recouvrant les toits d'un voile fragile. Et pourtant, malgré la beauté du décor, une tension sourde avait commencé à s'installer en elle, comme si quelque chose ou quelqu'un rôdait à la périphérie de son monde en pleine construction. C'est un message qui déclencha le basculement. Un soir, alors qu'elle rentrait tard d'une session de formation, elle trouva sur son téléphone un simple texto. « Tu n'as jamais répondu, Camille. Est-ce que Paris t'a fait oublier? Qui tu es? Thomas. » Elle resta figée, le souffle coupé. Thomas. Le nom résonna en elle comme une ancienne douleur qu'on croyait enfouie. Il n'y avait pas besoin de plus de mots pour que tout ressurgisse. Thomas avait été son compagnon pendant presque 3 ans, à Lyon. Un amour d'abord tendre, puis instable, rongé par la jalousie et les frustrations. Il n'avait jamais levé la main sur elle, mais ses mots avaient souvent blessé plus fort que des coups. Il la rabaissait, doutait de ses projets, contrôlait ses fréquentations. Et lorsqu'elle avait enfin trouvé la force de le quitter, il avait tout fait pour la faire culpabiliser. Elle avait quitté Lyon sans le prévenir. Elle n'avait jamais répondu à ses messages. Elle pensait qu'il comprendrait, qu'il finirait par la laisser tranquille. Mais maintenant, il était là, à Paris. Les jours suivants, elle fit tout pour ne pas y penser. Elle se plongea dans les projets, enchaîna les réunions, corrigea des présentations jusque tard dans la nuit.
Mais chaque vibration de son téléphone lui nouait l'estomac. Et le silence d'Étienne, plus marqué qu'avant, ajoutait à son malaise. Il semblait l'éviter, ou du moins avoir mis une distance volontaire entre eux, comme s'il percevait que quelque chose avait changé en elle, sans savoir quoi. Puis Thomas réapparut physiquement. Un jeudi matin, en sortant de la station de métro près du siège, elle le vit. Appuyé contre un mur, les mains dans les poches, le regard posé droit sur elle. Il n'avait pas changé. Même veste en cuir, même sourire en coin. « Tu es belle, Camille », dit-il simplement en s'approchant. Elle resta figée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'ai trouvé un boulot, pas très loin. Et puis, je voulais te voir, comprendre pourquoi tu es partie comme ça. » Elle sentit le froid s'infiltrer sous son manteau, bien plus à cause de ses mots que de la température. « Il n'y a rien à comprendre. Tu sais pourquoi. » Il haussa les épaules, faussement blessé. « Tu crois vraiment que tout ça te rend meilleur? Un bureau chic, des grands mots, un patron qui te regarde un peu trop ?» Elle le fixa, glacée. « Tu ne sais rien de ma vie ici. Je sais que tu fuis, comme toujours. » Elle tourna les talons sans répondre. Il ne la suivit pas, mais elle savait qu'il reviendrait. Durant les jours suivants, Camille fut distraite, nerveuse. Ses collègues le remarquèrent. Inès, lui, proposa même de prendre quelques jours, mais elle refusa. Elle ne voulait pas que Thomas la pousse à reculer encore, pas cette fois. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, Étienne entra dans la salle où elle préparait une présentation. Cela faisait plusieurs jours qu'ils ne s'étaient pas parlé. Il resta un moment sans rien dire, puis demanda doucement « Tout va bien, Camille ?» Elle leva les yeux, fatiguée, et à sa propre surprise, elle répondit sans détour « Mon passé me rattrape. » Il s'approcha lentement, s'assit en face d'elle. Quel genre de passé? Un homme, quelqu'un que j'ai aimé et que j'ai fui. Il est ici maintenant. Il hocha la tête sans juger. Il t'a fait du mal? Pas comme on l'entend habituellement. Mais, oui. Étienne garda le silence un long moment, puis dit simplement « Tu n'as pas besoin de te justifier, Camille. Pas avec moi. » Elle baissa les yeux. « Je crois que je n'ai jamais vraiment guéri de ça. Je pensais que Paris serait un nouveau départ. Et maintenant, j'ai peur que tout s'effondre. » Il se leva, fit quelques pas, puis revint vers elle. Son regard était grave, mais doux. Les gens qui construisent quelque chose de vrai doivent toujours affronter ce qu'ils ont fui. Mais tu n'es plus seule, et tu n'es plus la même. Elle ne répondit pas. Mais cette nuit-là, elle écrivit une lettre qu'elle n'avait jamais pensé écrire. Une lettre pour Étienne. Pas pour lui expliquer l'inexplicable, mais pour lui dire qu'elle n'était pas une histoire simple, qu'elle portait des cicatrices, et que malgré tout, elle avançait. Elle glissa l'enveloppe sous la porte de son bureau le lendemain matin. Puis elle retourna à son poste, le cœur battant mais plus léger. Elle ne savait pas s'il répondrait, mais elle savait qu'elle avait cessé de fuir. La lettre, Camille, l'avait écrite d'un seul trait. Tard dans la nuit, assise à sa table de cuisine, la lumière chaude de la lampe effleurant les mots. Elle n'avait pas relu, pas corrigé. Elle avait simplement laissé couler la vérité, comme on laisse enfin une rivière suivre son cours après des années de barrage. Elle y racontait Lyon, son père, sa mère affaiblie par le deuil, son petit frère qu'elle avait protégé sans jamais lui montrer la peur. Elle y parlait de Thomas, de ce qu'il avait été, de ce qu'il était devenu. Elle évoquait la manière dont l'amour peut se transformer en cage, douce d'abord puis étouffante. Elle écrivait ce que jamais elle n'avait dit, qu'elle avait honte de ne pas être partie plus tôt, qu'elle avait douté de sa valeur, qu'elle s'était crue incapable de mériter mieux. Et puis, elle parlait de Paris, de la peur initiale, du vertige des premiers jours, de Dumontec bien sûr, mais surtout de cette sensation étrange d'être vue pour la première fois, pas comme une fille brisée à réparer, mais comme une force en devenir. Elle ne signait pas d'un « je t'attends », ni d'un « je veux plus ». Elle terminait par une phrase simple. « Je n'ai pas encore tout compris, mais je sais que vous avez changé quelque chose en moi. » Elle n'attendait pas de réponse. Elle n'en voulait pas. Écrire était une manière de reprendre possession d'elle-même, de ne plus être seulement celle qu'on regarde. Les jours suivants, Étienne ne dit rien. Il ne changea pas. Son comportement. Pas de message, pas de confrontation, pas même un regard appuyé. Ce silence, loin de la rassurer, créait une tension nouvelle. Elle se demandait s'il avait lu la lettre.
si elle avait été trop loin, si elle s'était exposée inutilement. Mais un jeudi matin, au détour d'un couloir, il la croisa. Il ne s'arrêta pas, ne la salua pas. Il se contenta, en passant tout près d'elle, de murmurer « Merci ». Un mot. Un seul, mais dit avec une sincérité brute, sans poids politique, sans détour. Ce fut suffisant. Le lendemain, elle fut convoquée à une réunion spéciale avec le département RSE, Responsabilité sociétale des entreprises. Un nouveau projet venait d'être lancé, une initiative visant à soutenir l'insertion professionnelle de jeunes issus de milieux défavorisés. Le programme, financé par Dumont Tech, chercherait à offrir mentorat, formation et première expérience professionnelle. Et Camille, à sa grande surprise, était proposée comme chef de projet. « C'est Étienne qui a parlé de vous en premier », confia la responsable du département. « Il a dit que votre parcours devait inspirer la structure du programme, que vous étiez la preuve vivante que le potentiel n'a pas toujours de « c'est brillant ». Camille resta sans voix. Elle demanda un délai de réflexion, pas par hésitation stratégique, mais parce qu'elle avait besoin de se demander si elle était prête. Porter un projet ainsi exposé, ainsi lié à son histoire. C'était risquer de redevenir un symbole malgré elle. Le soir, elle retrouva Étienne sur la terrasse du 8e étage, un espace rarement fréquenté à cette période de l'année. Il était seul, un manteau sur les épaules, le regard perdu sur la ville. « C'est trop personnel ce projet », dit-elle sans préambule. « Trop proche. » Il ne répondit pas tout de suite, puis « Justement, c'est pour ça que ce sera vrai. » Elle s'approcha lentement. « Et si on m'accuse encore de favoritisme? Si on dit que je suis là parce que je vous ai écrit une lettre ?» Il se tourna vers elle. « Alors laissez-les parler. Vous avez déjà porté pire, mais cette fois ce sera pour quelque chose qui a du sens. » Elle resta là quelques instants, le vent froid caressant son visage. Puis doucement, « D'accord. » Elle n'était pas encore sûre d'elle, mais elle avait compris une chose. Parfois, on ne décide pas de devenir un exemple. Ce sont les autres qui projettent leurs espoirs, leurs peurs, leur admiration. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle allait en faire. Le lundi suivant, son nom apparut officiellement sur la circulaire interne. Camille Dufresne, chef de projet, Initiative Futur Plus. Les félicitations furent timides, les regards encore prudents. Mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus seulement la protégée, elle devenait la voix. Et dans ce silence nouveau, il n'y avait plus d'ombre du passé, seulement la lumière fragile d'un futur à construire. Le lancement officiel de l'initiative Futur Plus se fit en toute discrétion. Quelques publications internes, un email de la direction et un encadré dans la newsletter mensuelle de Dumont Tech. Mais dans les faits, le projet prenait une ampleur inattendue. Les candidatures affluaient. Des associations locales voulaient participer. Des anciens employés se proposaient comme mentors. Et Camille, bien malgré elle, se retrouvait au cœur de ce mouvement. Elle organisait les premiers entretiens, définissait les parcours, créait les ponts entre les départements. Chaque jour, elle rencontrait des jeunes qui lui rappelaient d'où elle venait. Certains timides, d'autres en colère, d'autres encore trop fatigués pour croire à une chance réelle. À chacun, elle parlait avec simplicité. Pas pour motiver, mais pour dire « Je comprends. Moi aussi, je ne savais pas où j'allais. » Son bureau changea encore. On lui attribua une petite salle vitrée près du département innovation, avec vue sur la cour intérieure. Une nouvelle chaise, un ordinateur dernier cri et une équipe de 2 assistants. Le confort ne l'impressionnait plus. Ce qui l'étonnait, en revanche, c'était la liberté qu'on lui laissait. Un matin, elle reçut un message direct d'Étienne, court, formel, disponible à 13h pour un échange stratégique sur le développement de Futur Plus. Elle répondit oui, sans hésitation. À 13h, elle entra dans le bureau présidentiel pour la première fois depuis des mois. Rien n'avait changé. Le même mobilier sobre, les mêmes murs ornés d'œuvres contemporaines. Étienne. Elle était là, debout près de la fenêtre, les bras croisés. « Merci d'être venu », dit-il en se tournant vers elle. « Je voulais vous parler d'une extension possible du projet. » Elle s'assit, ouvrit son carnet. « Je vous écoute. Nous avons des antennes à Marseille, Lille et Bordeaux. Je veux que Futur Plus soit national, et je veux que ce soit vous qui l'incarniez. » Camille resta silencieuse. Elle s'attendait à un développement, oui,
mais pas à une telle portée, pas à une proposition aussi frontale. C'est une responsabilité énorme et je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. Pourquoi? Parce que tout le monde pense encore que je suis là grâce à vous, parce que chaque pas que je fais est regardé à travers ce prisme. Et si je prends ça, ce sera encore pire. Il la fixa longuement. Et alors, vous avez peur d'eux ou de vous-même? Elle fronça légèrement les sourcils. Je ne veux pas devenir un symbole creux. Je veux que ce projet reste ce qu'il est, humain, réel. Et c'est pour cela que vous devez le porter, répondit-il calmement. Vous êtes la preuve que ce projet peut exister. Vous êtes sa légitimité. Un silence s'installa. Puis Camille demanda plus doucement, « Et si j'accepte, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour cette proximité étrange qu'on essaie de ne pas nommer ?» Étienne s'approcha lentement, s'arrêta juste assez loin pour ne pas briser la distance professionnelle, mais assez près pour qu'elle sente son regard. « Cela veut dire que nous devons être clairs, que votre travail ne dépendra jamais de moi et que ma présence ne doit jamais brouiller votre trajectoire. » Elle le fixa, droite. « Alors je veux une condition. Je vous écoute. Je veux que tout soit transparent, que chaque décision concernant Futur Plus passe par un comité indépendant, que je sois évalué comme n'importe quel autre chef de projet. Je veux que personne ne puisse dire que j'ai été protégé. » Il sourit sans ironie. « Parfait. C'est exactement ce que j'espérais entendre. » Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, une feuille officielle de nomination provisoire, déjà signée par lui. « Prenez le week-end. Réfléchissez. » Elle hocha la tête. « Je vous donnerai ma réponse lundi. » En sortant, elle croisa plusieurs cadres. Tous s'écartèrent légèrement. Certains souriaient, d'autres restaient fermés. Mais elle ne baissa pas les yeux. Le week-end fut silencieux. Elle se balada dans Paris, relut ses notes, relut même la lettre qu'elle lui avait écrite. Elle pensa à sa mère, à Hugo, à Thomas. Et elle pensa à elle enfin au présent, à cette version d'elle-même qu'elle n'avait jamais cru possible. Lundi matin, elle entra dans le bureau d'Étienne avec la même assurance qu'elle avait vue tant de fois chez lui. « Ma réponse est oui. » Et pour la première fois, il se permit un geste. Il posa une main légère sur son épaule. Ni possessif ni ambigu, juste un contact humain. Alors construisons ensemble. Le grand amphithéâtre de Dumontec n'avait pas été utilisé depuis des mois. Réservé aux lancements stratégiques ou aux annonces majeures, il était d'ordinaire l'apanage du comité exécutif et des grandes figures du groupe. Ce jour-là, pourtant, Camille se tenait à l'entrée, une badge nominatif autour du cou, ses mains serrées autour d'un dossier, le cœur battant à un rythme irréel. Elle n'avait pas été prévenue à l'avance du format de l'événement. On lui avait seulement demandé d'être présente, en qualité de responsable de Futur Plus. Ce n'était pas inhabituel en soi. Le projet prenait de l'ampleur, ses résultats commençaient à être visibles, et elle avait déjà été sollicitada pour des présentations internes. Mais l'atmosphère ce jour-là était différente, plus solennelle, plus exposée. Lorsque les lumières se tamisèrent et que les projecteurs se braquèrent sur la scène centrale, elle comprit que quelque chose d'inattendu allait se produire. Étienne Dumont apparut seul dans un silence respectueux. Il portait un costume sobre, sans cravate, ses cheveux légèrement ébouriffés comme s'il avait quitté une réunion intense à la hâte. Il s'avança jusqu'au micro, regarda, la salle remplie d'employés, de cadres, de partenaires extérieurs. « Merci à toutes et tous d'être ici », commença-t-il. « Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de chiffres, ni de croissance. Je vais vous parler d'humanité. » Un murmure traversa la salle. Dumontec a grandi avec l'idée que la technologie doit servir les gens, pas les dominer. Mais ces dernières années, j'ai eu le sentiment que nous étions devenus une structure fermée, trop hiérarchique, trop silencieuse sur ce qui compte vraiment. Et puis, une voix s'est élevée. Il fit une pause. Camille sentit tous les regards se tourner vers elle, bien avant qu'il ne prononce son nom. Cette voix, c'est celle de Camille Dufresne. Un éclair de lumière balaya la salle. Une caméra. Un journaliste. Elle comprit à cet instant que ce moment n'était pas seulement un message interne, c'était une déclaration publique. Camille est arrivée ici par une porte que beaucoup, jugeant secondaire. Une jeune femme sans réseau, sans privilège, mais avec une lucidité rare. Elle n'a pas été repérée par un algorithme, ni recommandée par un cabinet de recrutement. Elle a été vue. Un frisson parcourut la salle. Étienne poursuivit. « Et si je prends la parole aujourd'hui,
c'est parce que je veux que cela soit clair. Sa trajectoire ici n'est pas le fruit d'un favoritisme. C'est le fruit d'un talent qu'on a trop longtemps ignoré. C'est aussi un rappel. Le mérite ne se mesure pas à un diplôme ou à une posture. Il se mesure au courage. Il tourna légèrement la tête, chercha son regard dans la salle. Camille, figée, le soutint sans fuir. Elle m'a appris à moi à écouter autrement. Elle a porté un projet qui transforme déjà des vies. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que Camille Dufresne incarne ce que Dumont Tech veut devenir. Un tonnerre d'applaudissements éclata, d'abord hésitant puis sincère. Camille sentit ses jambes trembler. Elle n'avait rien préparado pour ce genre de situation. Elle n'avait jamais voulu devenir une figure publique. Mais cette fois, ce n'était pas une rumeur. Ce n'était pas un murmure déformé. C'était une parole assumée, claire, posée devant tous. À la fin de l'événement, plusieurs journalistes l'abordèrent. On lui posa des questions sur son parcours, son rôle, le projet Futur Plus. Elle répondit avec simplicité, sans chercher à enjoliver. Elle parla de Lyon, de sa famille, de l'envie de changer de cap. Elle parla du travail, des jeunes qu'elle croisait chaque semaine, de ce qu'ils lui apprenaient. Dans les jours qui suivirent, des articles commencèrent à paraître. Camille Dufresne, la nouvelle voix sociale de la tech française, quand la méritocratie devient réalité. Une employée devenue symbole chez Dumont Tech. Des portraits, des tribunes, des commentaires admiratifs ou critiques. Tout à coup, elle existait au-delà des murs de l'entreprise. Les réactions internes furent contrastées. Certains la félicitaient avec sincérité. D'autres restaient froids. Mais cette fois, les attaques ne trouvaient plus autant d'écho. La parole d'Étienne, publique et irrévocable, avait changé le statut de Camille. Elle n'était plus une rumeur vivante, elle était une référence. Un soir, alors, qu'elle restait tard pour finaliser un partenariat avec une école de banlieue, Étienne passa devant son bureau. Il frappa doucement à la porte. « Tu es encore là ?» Elle leva les yeux. « J'avais besoin de finir ça. » Il entra, s'assit face à elle en silence. Puis, « Tu m'en veux ?» Elle haussa légèrement les épaules. « Je ne m'attendais pas à ce que tu le dises comme ça, devant tout le monde. Mais non, je ne t'en veux pas. » Il acquiesça. C'était nécessaire. Il fallait que ce soit dit. Elle le regarda, fatiguée mais lucide. « Et maintenant, qu'est-ce que je deviens, Étienne? Un symbole qu'on brandit, une exception rassurante. » Il secoua lentement la tête. « Non, tu es une pionnière. Et les pionniers, on ne les encadre pas, on les suit. » Elle sourit, sans ironie. « Alors il va falloir que j'apprenne à marcher droit. » Il répondit du tac au tac. « Tu l'as toujours fait, même quand tu doutais. » Ce soir-là, en quittant le bâtiment, Camille regarda la ville en contrebas. Tout allait plus vite désormais. Les étiquettes, les titres, la reconnaissance. Mais au fond, elle savait que rien n'avait changé dans son cœur. Elle restait cette fille de Lyon, silencieuse, tenace, incapable de renoncer. Et pour la première fois, elle acceptait que ce soit précisément cela qui faisait d'elle une force. Le calme qui suivit l'exposition médiatique ne fut qu'apparent. Si Camille semblait évoluer avec aisance dans sa nouvelle position, coordonnant des rencontres, répondant à des sollicitations extérieures, guidant son équipe avec clarté en coulisses, les tensions prenaient une autre forme. La notoriété soudaine avait transformé sa fonction en symbole, mais avait aussi réveillé des forces opposées. Des voix discrètes, mais bien implantées, commençaient à questionner sa légitimité avec plus de subtilité, dans les réunions internes, dans les commentaires anonymes des plateformes collaboratives. Un rapport de la direction des ressources humaines, resté confidentiel mais dont elle eut vent par un collègue compatissant, évoquait la nécessité d'encadrer l'ascension rapide de certaines figures internes pour préserver l'équilibre managérial. Camille comprit le message. Il ne s'agissait plus seulement de jalousie ou de suspicion. Désormais, son influence dérangeait. Inès, sa responsable directe et l'une de ses rares alliées sincères, la convoqua un matin. Elle avait un dossier à la main, un air sérieux. « Camille, il faut qu'on parle. Ce que tu fais avec Futur Plus est remarquable, mais tu es en train de cristalliser des tensions politiques internes. » Camille hocha la tête, sans surprise. « J'ai l'habitude. »« Je sais. Mais là, on parle de restructuration. On envisage de scinder le programme en plusieurs modules, avec plusieurs responsables. En théorie, c'est pour fluidifier les processus.
En réalité, c'est pour te diluer. » Camille resta silencieuse. Puis doucement, « Et Étienne ?» Inès hésita. Il a été informé. Et il prépare une réponse. Cette réponse arriva 3 jours plus tard, sous forme d'une convocation au comité stratégique. Camille s'y rendit avec le cœur serré, s'attendant à un procès déguisé. À sa grande surprise, Étienne était déjà là, entouré de plusieurs membres du comité exécutif. Il ouvrit la séance d'une voix calme, mais ferme. « Nous sommes ici pour clarifier la position de Madame Dufresne au sein de Dumontec. » Les regards convergèrent vers elle, certains bienveillants, d'autres prudents, quelques-uns franchement hostiles. Étienne poursuivit « Je propose une réforme du schéma d'organigramme concernant les projets à impact social. Dorénavant, tout programme de ce type sera rattaché à un comité de pilotage indépendant, élu à parts égales par les RH, les employés et la direction. Camille continuera de diriger Futur Plus, mais dans un cadre pleinement transparent. » Une voix s'éleva. « Et si elle refuse ?» Étienne fixa l'intervenant avec calme. « Alors elle quitte le projet, ce sera son choix. » Un silence tendu s'installa. Tous attendaient sa réaction. Camille inspira profondément. « J'accepte. À une condition. » On l'écouta. « Je veux que ce comité ait un pouvoir réel, pas une façade. Et je veux pouvoir être évalué objectivement comme n'importe quel cadre. » Étienne acquiesça. C'est ce qui était prévu. Le comité fut voté, constitué en 2 semaines. Et dès lors, Futur Plus entra dans une nouvelle phase, plus solide, plus ouverte, mais aussi plus exposée. Camille, malgré les critiques persistantes, y trouva un nouvel équilibre. Elle ne dépendait plus d'un nom, d'un soutien tacite. Elle s'était donné les moyens de ne devoir sa place qu'à elle-même. Sa relation avec Étienne, elle aussi, évolua. Plus discrète encore, plus réservée. Ils se croisaient souvent, se parlaient rarement en public. Mais parfois, au détour d'un couloir, un regard suffisait. Il n'y avait ni promesse ni attente, mais une reconnaissance mutuelle, profonde, d'avoir traversé ensemble une ligne invisible. Un soir, alors qu'elle travaillait encore au bureau, il entra sans frapper. Il portait un manteau sombre, un air plus fatigué qu'à l'accoutumée. « Tu as fait le bon choix, » dit-il. Elle hocha la tête. « Toi aussi. » Ils restèrent là, sans mots inutiles. Puis Étienne ajouta « Un jour peut-être, on pourra être autre chose que ce qu'on représente ici. » Elle répondit sans détourner les yeux « Un jour, mais pas encore. » Il sourit sincèrement. « Alors continuons comme ça. » Et il repartit. Cette nuit-là, Camille comprit enfin ce que signifiait tracer sa propre route. Ne pas choisir. La facilité, ne pas fuir le regard des autres, mais imposer la clarté dans un monde qui préfère les zones floues. Elle n'était plus une anomalie dans le système. Elle en était désormais une des architectes. Le printemps s'annonçait sur Paris avec une douceur inattendue. Les arbres du boulevard avaient commencé à fleurir, et le vent, plus tiède, apportait aux rues une forme de renouveau silencieux. Camille, assise à son bureau vitré, observait la lumière jouer sur les feuilles, tandis qu'elle relisait les derniers rapports de Futur Plus. 3 mois s'étaient écoulés depuis la création du comité, et déjà les premiers résultats affluaient. 70 jeunes accompagnés, 25 en stage, 9 embauchés en CDD et une dizaine en poursuite d'études. Plus que des chiffres, c'étaient des visages, des voix, des trajectoires réécrites. Chaque nom inscrit sur ces tableaux de suivi était une victoire. Pas seulement pour eux, mais aussi pour elle. Pour cette jeune femme qui, 1 an plus tôt, débarquait à Paris sans rien, si ce n'est une rage sourde de prouver qu'elle valait plus que ce que le monde avait voulu lui faire croire. Les membres du comité, d'abord prudents, avaient peu à peu reconnu sa rigueur, son écoute, sa capacité à concilier humanité et efficacité. Elle avait su déléguer, construire une équipe soudée, donner de l'espace aux autres, sans perdre sa place. Et surtout, elle avait tenu sa promesse. Transparence, équité, clarté. Un après-midi de mai, lors d'une réunion de suivi avec les associations partenaires, une jeune femme, stagiaire en fin de cycle, l'interrompit timidement. « Madame Dufresne, je voulais vous dire merci. Ce programme, c'est pas juste un stage pour moi. C'est la première fois qu'on m'a regardé comme si j'étais capable. » Camille sourit, touchée. « C'est parce que tu l'es. » À la sortie, elle croisa Étienne, qui sortait d'une conférence sur l'avenir du numérique éthique.
Ils marchaient seuls, sans garde rapprochée, sans hâte. Ils échangèrent un regard, puis il s'approcha. « Je te cherchais, dit-il simplement. » Elle haussa un sourcil. « Pourquoi ?» Il sortit de la poche de sa veste un petit carnet. « Je quitte mes fonctions à la fin du trimestre. » Elle le fixa, surprise. « Tu pars ?» ?»« Je transmets. Je reste dans l'entreprise, mais je laisse la présidence. Il est temps que d'autres prennent la relève. J'ai besoin d'un autre souffle. » Elle ne sut quoi répondre. Une partie d'elle voulait lui demander s'il le faisait à cause d'elle. Une autre savait que non, que c'était un mouvement plus profond. « Et après ?» demanda-t-elle. « Après, je redeviens un homme, un peu libre, un peu curieux. J'aimerais voyager, lire, m'éloigner du pouvoir pour mieux me retrouver. » Elle hocha lentement la tête. Il ajouta « Et si un jour tu veux marcher un peu à mes côtés ailleurs, je serai là. » Elle baissa les yeux, touchée. « Je ne sais pas ce que je veux encore, mais je ne veux plus avoir peur de ce que je pourrais vouloir. » Étienne sourit. « C'est déjà beaucoup. » Quelques semaines plus tard, une cérémonie fut organisée pour présenter les résultats annuels de Futur Plus. Camille fut invitée à prendre la parole devant les employés, les partenaires, les bénéficiaires. Elle prépara un discours court, mais sincère. « Je suis arrivée ici sans statut, sans certitude. J'ai fait des erreurs. J'ai douté. On m'a jugé, on m'a soutenu, on m'a testé. Mais chaque fois, j'ai choisi de rester. Non pas pour prouver quelque chose, mais parce que je crois que l'on peut construire du vrai, même là où tout semble codé pour l'inverse. Ce que vous voyez ici aujourd'hui, ce n'est pas mon succès. C'est la preuve qu'aucune trajectoire n'est figée, et que parfois, il suffit qu'une seule personne vous voie différemment pour que tout commence à changer. » Les applaudissements furent longs. Certains avaient les larmes aux yeux. Camille, elle, se sentait enfin à sa place. Les mois suivants furent calmes. Elle continua de diriger le programme tout en formant de nouveaux responsables. Étienne, fidèle à ses mots, se retira peu à peu de l'organigramme, tout en restant un conseiller discret. Leur relation, libre de tout cadre hiérarchique, évolua avec lenteur, tendresse et respect. Ils ne posèrent jamais d'étiquette. Ils se retrouvèrent parfois, le soir, dans un café discret, à parler de livres, d'idées, de silence. Camille n'avait plus besoin d'un homme qui la sauve, ni d'un poste qui la valide. Elle était entière et forte de tout ce qu'elle avait traversé. Par une matinée d'automne, assise dans une salle de classe où elle donnait une formation, pour de futurs mentors, elle se rendit compte qu'elle n'attendait plus rien. Elle vivait, simplement, et que dans cette vie qu'elle s'était construite, chaque douleur, chaque regard, chaque mot avait compté. Ce n'était pas le hasard qui l'avait menée jusqu'ici, c'était le courage, et elle n'en manquait plus.